Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi d'être parmi vous et un grand bravo à la CIP et au docteur Colette Dahan d'avoir organisé cette journée que je trouve à titre personnel tout à fait passionnante. Voilà. Alors je suis Éric Chrétien, je n'ai pas la qualité, enfin je ne suis pas médecin, donc quand je dis ça en général j'entends que personne n'est parfait, mais je suis un citoyen passionné des questions scientifiques et en particulier des questions sanitaires, et à telle enseigne, donc j'ai eu la chance de suivre le premier diplôme universitaire de médecine environnementale à la faculté de médecine de Nice il y a 2 ans, dirigé par le professeur Félichel, qui est endocrinologue. Voilà. Donc on va continuer, on a parlé d'environnement ce matin, avec notamment le professeur Pradier qui nous a rappelé que la santé reposait à 60% sur les facteurs environnementaux. On a entendu parler du rôle des émotions et du stress avec le docteur Mondin ce matin également, et le professeur Ben Hamed également qui nous a parlé de mécanismes épigénétiques qui sont absolument colossaux, enfin qui sont extrêmement puissants dans le lien entre l'environnement et notre santé. Voilà. Donc on va parler des recommandations liées à l'environnement. Il y a beaucoup de choses à dire, donc c'est un peu un survol, il y a peut-être beaucoup de choses dans les slides, mais je crois qu'elles seront normalement remises, elles seront disponibles pour l'ensemble d'entre vous. Alors, bon, les titres ont été un peu réduits, mais voilà. Donc on va parler de mésologie, écologie, enfin c'est juste la science des milieux et de l'interaction des êtres vivants avec leur environnement. Et d'ailleurs, quand on parle d'environnement, vous noterez qu'on parle d'environ, donc on a l'impression que nous sommes séparés de notre milieu de vie, avec nous au centre et les environs, la nature aux environs. Or, nous sommes clairement des êtres environnement dépendants. Et alors l'environnement, comme le disait le professeur Ben Hamed ce matin, il ne faut pas avoir peur de l'environnement. En revanche, il faut savoir pour éviter les nuisances qui sont quand même assez nombreuses aujourd'hui avec toutes les pollutions dont on va parler maintenant. Donc les bienfaits, bien sûr, on a besoin de l'environnement pour respirer, pour boire, pour manger, on a besoin du soleil, des activités physiques, des liens avec la nature et avec nos frères et nos sœurs. Et donc la santé, on l'a dit aussi ce matin, c'est vraiment, ça se situe vraiment au carrefour de plusieurs équilibres. Alors par contre, il y a des nuisances, ça c'est plus gênant. Pollution chimique, nuisances sonores, irradiation, radiation, stress, etc. Et qui amènent des addictions, des intoxications, des inflammations, allergies, troubles métaboliques, on en a parlé depuis ce matin. Donc il y a un certain nombre de sujets de préoccupation dont il faut essayer non pas de se débarrasser, mais en tout cas de les réduire au maximum. Alors une ère bouleversante pour le vivant, ça c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'on est entré de manière fracassante dans l'Anthropocène. Tout le monde le sait maintenant, c'est qu'on rentre dans une ère où l'action humaine, finalement, est le premier facteur, le premier moteur évolutionnaire aujourd'hui. C'est l'homme qui bouscule complètement son environnement. Et ça a commencé, alors, au néolithique, certains le disent au néolithique, plus sûrement depuis James Watt, qui est le créateur de la machine à vapeur, qui a lancé, en fait, avec son régulateur à boules, qui a lancé la révolution industrielle en Angleterre, et puis ensuite, on sait où nous en sommes depuis. Alors, on a connu donc une explosion chimique unique dans l'histoire de la planète. Tous les milieux sont impactés, que ce soit l'air, la terre, les océans. Et puis maintenant, il y a le réchauffement climatique avec beaucoup d'incidences sanitaires. Réchauffement climatique qui va aller en s'accélérant dans les décennies à venir, et c'est réellement un problème, puisqu'il y a des effets leviers qui échappent assez fortement au contrôle humain. Donc à la clé, eh bien, c'est le maintien, l'adaptation ou la disparition de nombreuses espèces. On a parlé de 80% de disparition d'insectes depuis 30 ans, 30% des oiseaux, et nous sommes une espèce animale, donc on ferait bien d'être un peu prudent dans ces affaires. Mécanismes génétiques et épigénétiques, on en a parlé. Alors ça c'est une slide du professeur Slama, épidémiologiste grenoblois, que j'ai trouvé intéressante parce qu'elle nous montre les tsunamis chimiques qui nous envahissent en fait depuis le lancement des produits. Alors vous avez ici des sulfures de dioxyde, des DDT pardon, qui a été interdit depuis 1971, mais dont on retrouve des tas de le DDE et compagnie, des tas de, comment on appelle ça, de sous-produits extrêmement toxiques et durables. Le plomb, les organophosphorés, les pesticides, le bisphénol A qui est remplacé par le bisphénol S, mais qui est quasiment aussi toxique. Donc on voit qu'il y a le temps que la réglementation suive, finalement, on s'aperçoit que pendant quelques décennies, eh bien, ces produits ravagent quand même l'environnement et la santé des êtres vivants, et pas seulement des humains. Alors, juste un mot sur les substituts. C'est vrai que quand on dit que le bisphénol A est interdit, vous voyez l'étiquette caisse sans bisphénol A, mais en fait, si vous trouvez du bisphénol S, c'est pas terrible et ils ne le disent pas. Donc en fait, souvent, vous voyez DINCH ici, bisphénol S, en fait, on s'aperçoit qu'au plan de la santé, si on creuse un peu, on s'aperçoit que ces produits ne sont pas neutres du tout au plan sanitaire. Hein, donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'un polluant? Eh bien, un polluant, c'est un élément biologique, physique ou chimique qui peut avoir des impacts négatifs. On appelle ça l'écotoxicité sur toute ou partie d'un écosystème. Alors, ça peut être d'origine naturelle,
Ça peut être des cendres volcaniques, des pollens, ça peut être de la fermentation, des minéraux, enfin, voilà, des produits de dégradation naturelle ou humaine. C'est ce qui nous occupe aujourd'hui plutôt. C'est tout ce qui a trait à la chimie, à l'industrie, aux intrants agricoles, pollution, décharges, pesticides et j'en passe. Alors, ces produits eh bien, se dispersent très largement, s'accumulent, circulent sur de très longues distances. On cite souvent le cas du plomb romain, il y a 2000 ans, qu'on retrouve dans les glaces arctiques aujourd'hui. On retrouve également des suies industrielles du début du 19e siècle dans les glaces arctiques. Donc ça circule beaucoup, on le trouve dans le corps des ours polaires, on en trouve partout en fait. Ça se disperse. C'est hydrosoluble ou liposoluble. Alors souvent, tout ce qui est PE, perturbateur endocrinien, c'est plutôt liposoluble. Donc ça s'installe dans les graisses du corps, notamment l'issuelle du peul, les maternelles, etc. Donc ce qui n'est pas très bon pour les petits. Et puis ça peut s'accumuler également, on en parlera tout à l'heure, avec la bioaccumulation et dans les chaînes trophiques. Alors parmi les plus préoccupants, on a les POP. Au départ, on parlait des 12 POP, ce sont les 12 salopards, c'est comme ça qu'on les a appelés au départ, mais il y en a 9 de plus de mémoire, donc une vingtaine aujourd'hui, qui sont vraiment des produits, des vraies cochonneries en fait, qui sont des produits persistants et extrêmement toxiques et dont on n'arrive pas à se débarrasser en fait, même une fois interdits. Alors l'écotoxicologie, les polluants impactent tous les niveaux d'organisation biologique. Vous voyez, on part des molécules en bas à gauche, des cellules, des organes, de l'organisme, de la collectivité, finalement de l'environnement. Et puis en retour, c'est ce qu'on appelle des chaînes de rétroaction, des boucles de rétroaction. En retour, eh bien, l'environnement qu'on a pollué, finalement, nous pollue. Donc la clé de tout ça, c'est que protéger l'environnement, finalement, c'est également se protéger. Alors, ce que je vous propose, c'est un focus sur 4, si on a le temps, on essaiera d'aller au bout, mais sur 4 champs de recommandations. On va commencer par l'air, la qualité de l'air, la pollution de l'air, les perturbateurs endocriniens, mais là j'essaierai de faire un peu plus court parce qu'on en a parlé depuis ce matin, l'alimentation et un mot également sur les cosmétiques et l'hygiène. Alors sur l'air, tout d'abord, on oublie sûrement que si nous sommes vivants sur cette petite planète bleue, eh bien c'est qu'il y a une espèce d'ensemble de facteurs extrêmement précis qui nous permettent de vivre, c'est-à-dire que tout est très fragile. Si on prend l'air, par exemple, au niveau de la température, température moyenne de 15 degrés, eh bien en Kelvin, on est à 270-310 K, le corps est à 310 K, et on voit qu'on a une plage de variation finalement qui nous permet de vivre de plus ou moins 7%, c'est-à-dire que ce n'est pas gigantissime. Donc sur la planète, on a la chance, on s'est adapté à ça, mais on a une plage thermique qui est très faible. Et on voit qu'avec le réchauffement climatique, on risque d'avoir des pics de température urbaine, des ICU, des îlots de chaleur urbaine, avec des températures qui risquent de monter à 50-55 degrés dans le centre de ville française. Et Nice n'est pas à l'abri. Ce qui veut dire que ça peut poser des gros problèmes. Alors, au niveau de la pression, puisque l'air, bien 1013 hectopascales, c'est la norme quand on n'est pas en dépression ou en anticyclone, et bien quand il y a des variations, ça a un impact sur la santé. La composition chimique également, 21% d'oxygène. Eh bien, tout ça est très calé, très précis. On n'est pas prêt de trouver une planète, pour ceux qui la cherchent pour la survie de l'humanité, qui a autant de caractéristiques favorables à la vie. Alors chaque jour, on respire 15 000 litres d'air par jour pour oxygéner à peu près 10 000 litres de sang. Donc on voit que l'air est un facteur très, très important pour notre santé. Mais pas de chance, il y a beaucoup de polluants. Donc l'air est précisément un excellent support de polluants naturels, le pollen, cendres volcaniques, j'en ai parlé. Également anthropique, tout ce qui est dioxyde de soufre, oxyde d'azote, ozone, composés organiques volatiles, etc. Et donc, c'est un vecteur de polluants par les effets de vent, de l'atmosphère, en fait, et j'en ai parlé également avec le plomb romain ou les suies. Voilà. Quand on parle de pollution de l'air, on parle souvent du milieu intérieur ou extérieur, et on s'aperçoit que souvent, les intérieurs de voitures ou de maisons sont souvent plus pollués, bien plus pollués qu'à l'extérieur. Donc ça, on en parlera. Alors, dans les Alpes-Maritimes, on peut noter une légère baisse des polluants, mais on est quand même largement au-dessus de seuil, c'est-à-dire qu'il y a des franchissements de seuil très très fréquents. Et la France, d'ailleurs, au plan général, se fait épingler par la Cour de justice de l'Union européenne, s'est fait épingler en 2014, puisque l'Europe dit aux États, vous êtes responsables non pas vous n'avez pas d'obligation de moyens, mais d'obligation de résultats. C'est-à-dire que la pollution de l'air doit diminuer dans les villes européennes. Nice n'est pas très bon, on va en parler. En revanche, ici, on a réellement un problème en rouge, vous voyez, un problème d'ozone. Alors ça, c'est l'ozone troposphérique, c'est pas l'ozone stratosphérique qui est bon. En revanche, celui-là, c'est l'ozone des basses couches, qui est un sous-produit des polluants des voitures, des camions, des bateaux, etc. Et on voit que ça impacte autant la santé, finalement, des hommes, des humains, des êtres vivants, que la végétation. La végétation dans les Alpes-Maritimes souffre beaucoup de l'ozone. Alors le contexte urbain niçois, Nice est une ville très polluée, alors ça c'est sorti je crois l'année dernière ou il y a 2 ans, où on voit que Nice se situe quasiment en bas du tableau, 99e sur 100. Ça paraît assez incroyable, puisque quand on est au bord de la mer, il y a un peu de vent, il fait beau, on n'a pas le sentiment que ce soit pollué, et pourtant c'est
assez fortement pollué. Il y a évidemment, c'est dû au transport, hein, pour l'essentiel, beaucoup lié au transport terrestre, mais également des avions, des bateaux, évidemment. Et il y a une forte variabilité quotidienne et saisonnière, donc à gauche pour les journées, hein, selon, avec le pendulaire du travail, hein, le matin et le soir, et puis également avec les saisons, juillet, août, on rentre dedans avec l'afflux touristique. Et bien sûr, puisque c'est du thermique, mais il y a du bruit, et ça fait partie de l'environnement. Et bien là, vous avez une cartographie du centre de Nice, où on voit que forcément, le long des axes routiers, le bruit est un facteur de stress et de problème de sommeil assez important, hein. Voilà, alors tout ça c'est suivi par Atmosud, l'ancien RPACA, et vous êtes certainement au courant que la métropole de Nice est en train d'élaborer son plan climat, le PCAET, et le A est précisément lié à l'atmosphère, enfin oui, à l'air, pardon, et à sa qualité. Alors là, c'est une cartographie annualisée sur le dioxyde d'azote, hein. On voit qu'on n'est pas très bon, et ça s'est même dégradé entre 2016 et 2017, donc on attend les derniers chiffres, mais on trouve un certain nombre de choses pas très bonnes pour la santé qui sont listées à droite, vous voyez, mais c'est vrai que le NO2, les oxydes d'azote, hein, ce qui brunit un peu l'atmosphère, là, c'est vraiment, on dit souvent que dans les poumons, ça fait l'effet d'un coup de soleil, en fait, hein, sur les bronches, l'ozone. Donc les transports sont très impliqués dans les polluants, et ils sont impliqués également dans les gaz à effet de serre, notamment le CO2, à hauteur des 2 tiers. C'est-à-dire qu'ici, c'est les voitures et compagnie polluent, enfin, émettent les 2 tiers des gaz à effet de serre de la métropole de Nice. Alors d'où vient cette pollution ? Tout d'abord, à l'ouest, on a l'aéroport, premier aéroport provincial derrière Paris. Il y a eu un doublement du nombre de mouvements aériens en 30 ans, c'est quand même énorme. Et vous savez peut-être qu'il y a un projet d'extension de l'activité de l'aéroport de 40% au niveau du nombre de passagers d'ici de 3 ans, avec l'extension du terminal 2. Je ferme la parenthèse. Donc on est à 13 et quelques millions, et les gestionnaires veulent passer à 18 millions en 2022. Bon, à vous de voir. À nous de voir en tant que citoyens. Sur l'Est, on a le port, donc avec les ferries au port, avec le problème du diesel marin et du fioul lourd. Alors là, il y a beaucoup de soucis par rapport à ça. Il y a des normes qui devraient, on en entend parler, des normes ECA ou CK, qui sont des normes de réduction drastique du dioxyde de soufre, qui est très mauvais pour la santé. Et c'est vrai, quand on passe du côté du port, pour l'instant, les quais ne sont pas électrifiés, par exemple, et il y a des bateaux qui arrivent, qui traînent avec du fioul lourd, qui est vraiment très mauvais. Donc il y a beaucoup en mer du Nord, en Baltique, qui sont passés aux normes CK, et le problème a été très très largement réduit. Mais pas ici, pas à Marseille, Toulon, à Nice, on n'est pas encore au niveau. Circulation urbaine, on en a parlé, alors c'est surtout concentré évidemment du fait de la topologie sur la voie rapide, sur l'aéroport, sur la promenade des Anglais, sur l'autoroute A8, sur la RN7, etc. Donc toute cette pollution et ce bruit est concentré le long de la bande littorale. On a enfin, du côté de l'Ariane, l'incinérateur. Alors, il y a eu une étude épidémiologique dont les résultats ont été présentés récemment. Le professeur Pradier, la santé publique a été impliquée dans cette étude. Toujours est-il que même si on ne voit rien a priori de réellement patent aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de molécules. Il y a peu de traceurs, à peu près une vingtaine de traceurs sur 2000 molécules estimées. On a parlé ce matin de dioxine et autres, mais c'est vrai que brûler 320 000 tonnes de déchets au cœur d'une ville, c'est pas forcément très, très bon. Donc le mieux, c'est effectivement de diminuer les déchets, hein. Alors ensuite, on a des facteurs un peu aggravants, c'est le soleil et la chaleur, même si c'est agréable, mais il y a beaucoup de j'ai parlé de l'ozone par exemple, mais le soleil et la chaleur favorisent les sous-produits de polluants. Le temps sec également fait que les particules il y a un réenvol des particules polluantes, plutôt que quand il pleut, effectivement, la pluie a tendance à plaquer les polluants. On n'a pas vraiment souvent de vent fort, on n'a pas de mistral. Puis il y a le problème de l'écobuage avec les gens qui brûlent leurs déchets verts sur les collines, c'est pas très bon pour les particules fines. Alors la pollution de l'air, finalement, on pense souvent juste aux poumons. Il est souvent rappelé qu'en fait, les particules fines, notamment les très petites particules, matières particulières très très fines, rentrent et franchissent les barrières de protection physiologique, donc la barrière hémato-encéphalique par exemple. Donc on retrouve des particules fines dans le cerveau, ça s'enquiste dans le cerveau. Et on voit ici que la pollution de l'air est responsable d'en gros un tiers des cancers du poumon, des AVC et des maladies cardiaques. Donc on peut très bien être frappé d'un AVC du fait de la pollution aérienne. Ce n'est pas forcément intuitif. La pollution de l'air, c'est 67 000 décès prématurés estimés en France, c'est énorme. La ville de Nice, on peut estimer grosso modo à 500 décès prématurés par an sur la pollution de l'air. Et donc c'est réellement un problème majeur de santé publique, vraiment. Les pollutions intérieures, alors on ne va pas lister tout ce qui est là, c'est extrait de la charte de la prévention de grossesse et environnement qui a été justement coécrit par le professeur Fénichel. Je vous en donnerai la référence tout à l'heure. Il y a donc un certain nombre de produits polluants qui sont dans les appartements, avec les cols de meubles, avec les peintures, etc.
Alors, le tabac, bien sûr, les retardateurs de flamme. Et le mieux, finalement, pour les réduire, eh bien, c'est l'aération. Il faut beaucoup aérer. Il faut, si possible, quand on a des meubles neufs, les laisser un peu dans le garage pour que les produits, les solvants et tout ça s'en aillent. Il faut laver le linge neuf avant de l'utiliser, etc., etc. Enfin, vous trouverez ces listes dans le petit... C'est un peu petit, mais la charte de prévention de la grossesse qui concerne finalement tout le monde. Hein. Ces préconisations concernent tout le monde. Donc il y a moyen de réduire un peu, ou de manière assez franche, les polluants intérieurs. Alors les perturbateurs endocriniens après l'air, eh bien, on en a beaucoup parlé, donc je ne vais pas m'étendre, mais il faut savoir quand même que ça a des impacts énormes en fait, sur la santé et sur les petits également. On a parlé de DOA de ce matin avec le professeur Benhamed, mais on note beaucoup de phénomènes de puberté précoce, de malformation génitale, de cryptorchidie, d'hypospadias chez les petits garçons, de féminisation des espèces animales et humaines, c'est-à-dire que la distance urogénitale des petits bébés finalement est en train de se réduire actuellement. Il y a une étude d'ailleurs à Nice à ce propos qui montre qu'on féminise les espèces. Hein. Et donc tout ça est dû notamment aux fameux 12 salopards, mais pas seulement. Et on sait aujourd'hui que la dose ne fait pas le poison. Puisque maintenant on sait qu'il y a des courbes non monotones avec des effets accrus quand la dose est encore plus faible. Vous voyez, c'est assez contre-intuitif également. Et tout ça impacte le système endocrinien, dont vous avez les organes en bas à droite. Il y a des produits, le PCB, vous voyez, qui peut durer pendant 2700 ans. Hein. C'est des ordres de grandeur presque de période radioactive. Alors on note effectivement une résistance des lobbies et puis des embrouillamini législatifs. Hein. Il y a beaucoup de lobbies qui travaillent pour freiner au maximum des mesures de prévention. Vous avez peut-être entendu ou vu ce documentaire Demain tous crétins, justement sur l'impact de certains perturbateurs endocriniens sur le développement des capacités cognitives des enfants. Donc c'est quand même une question très sérieuse. Alors les POP, eh bien, on en trouve évidemment, ce sont les pesticides, ce sont les produits chimiques industriels, et puis également sous des sous-produits non intentionnels. Et l'ensemble de la biosphère est impacté par les fameux POP. Alors les POP, eh bien, vous en avez une liste ici, c'est des pesticides organochlorés, des PCB, ce qu'on trouvait dans les plastiques, les isolants électriques, etc. Aujourd'hui, même s'il y en a une partie qui sont interdits, eh bien, on en retrouve, il y a des stocks, des dizaines de milliers de tonnes de stocks en Allemagne, en France, en Suisse et ailleurs en Italie. On n'arrive pas à se débarrasser du PCB. Et ça infiltre l'environnement. Les dioxines, etc., les retardateurs de flamme. Bon, les particularités, j'en ai parlé, c'est long, ça reste très très longtemps dans les organismes et partout, donc c'est réellement un problème très sérieux. Voilà, donc l'effet cocktail, ça vous dit quelque chose, je pense, l'effet cocktail, mais c'est que quand vous prenez un produit A, c'est ce que font les industriels, ils testent un produit A ou un produit B, mais ils ne testent pas le cumul des deux produits. Et il s'avère qu'il y a des effets cocktails, c'est-à-dire que c'est un effet synergique qui fait que 1 plus 1 égale 2, 3, 4, voire 10. C'est-à-dire que les effets s'emballent, il y a un effet d'emballement. Or, dans le corps, on sait qu'on a une quantité assez impressionnante de produits polluants. Donc, il y a des effets de synergie qui sont peu étudiés ou pas étudiés pour des questions de coût et puis pour des questions de lobby aussi qui ne font rien pour faire ces études. Et ça, c'est un article qui est sorti dans Le Monde il n'y a pas très longtemps, au mois d'avril, qui montre que la réglementation européenne, finalement, eh bien, ne couvre pas cet effet cocktail et il faut vraiment que ça change. Hein. Alors, on en a un petit peu parlé ce matin, mais toutes ces substances, tous ces cocktails, ça peut donner des problèmes de cancer, de troubles reprotoxiques, neurotoxiques, thyrotoxiques pour la thyroïde, effets sur le QI, voilà, avec des courbes non linéaires, quoi, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas la dose, encore une fois, qui fait le poison. Et l'alimentation, eh bien, c'est une voie d'entrée privilégiée pour les polluants, mais pas seulement. Il y a la peau, évidemment, il y a également l'alimentation, la respiration, les poumons, etc. Alors, un mot sur les pesticides, que sont les herbicides, insecticides, fongicides. En France, alors, l'alimentation, en fait, c'est la première source d'exposition des pesticides. Hein. Bien sûr, c'est ce qu'on mange qui fait entrer la plupart des pesticides dans nos corps. On parle beaucoup du glyphosate, le fameux Roundup de Monsanto, mais pas que. On parle aussi maintenant du chlorpyrifos, hein, qui est là, pour le coup, aussi une sacrée cochonnerie, qui a des incidences assez terribles sur la santé. C'est très persistant aussi. Et donc les consommateurs de fruits non bio sont particulièrement exposés, de la viande, de la bière aussi, si tout ça n'est pas bio. Les gens sont potentiellement très exposés à ces produits. On parle souvent aussi des néonicotinoïdes, dont on sait qu'ils trouvent complètement le comportement des abeilles, et donc ça contribue fortement, même si c'est multifactoriel, ça contribue fortement à la disparition des abeilles. Ça, c'est un problème majeur. Voilà, donc il y a des cocktails surpuissants. Le vin, c'est 3% de la surface agricole française, mais c'est 20% des pesticides. Vous entendez sûrement dans les médias beaucoup de familles maintenant qui s'inquiètent dans le Médoc, hein, notamment la proximité des écoles par rapport aux vignobles. Et ils ont raison de s'inquiéter parce qu'il y a beaucoup de pesticides dans les vignobles.
Donc la France, eh bien, est le champion non pas du monde, mais d'Europe des pesticides. Alors pour l'alimentation, c'est une voie malmenée parce qu'on ingère à peu près 60 tonnes d'aliments dans une existence humaine, grosso modo. Donc chaque petit défaut de comportement alimentaire, finalement, au bout d'une existence, peut avoir des incidences assez importantes. On est passé, bon an mal an, du chasseur-cueilleur au transformateur-pollueur, et l'alimentation humaine, finalement, a été bouleversée en 60 ans, beaucoup plus qu'elle ne l'a été depuis 200 ou 300 000 ans. Donc là, on vit vraiment des décennies assez... alors, au plan microbiologique, tout ça est très sûr. Souvent, dans les magasins, tout ce qu'on mange est très sûr. Mais au plan de la nutrition et des impacts sanitaires sur le long cours, là, on n'y est pas du tout. Donc, on parle beaucoup de malbouffe, de désalimentation, avec ce prêt-à-manger industriel, avec des pommes bien brillantes qui supportent parfois 35 traitements. Là, je parle des produits non bio. Des tas de nitrates, de nitrites dans les jambons pour les faire les rendre roses, de parfums artificiels, de soda. Et on s'aperçoit qu'après 2-3 décennies, eh bien, on a un peu la gueule de bois parce que, on le voit depuis ce matin, il y a des problèmes de maladies chroniques, métaboliques, obésité, maladies cardiovasculaires, pathologies aiguës, allergies, intolérances, etc. Donc on voit que tout ça est très embêtant, et notamment pour certains groupes, comme les femmes enceintes. Là, il y a réellement un souci par rapport à ça. On a le devoir de protéger les projets de grossesse et les jeunes mamans et les petits, les nourrissons et les enfants. Alors, je parlais tout à l'heure brièvement, mais voilà, juste pour vous dire que finalement, ce qu'on appelle la chaîne trophique, c'est la chaîne alimentaire, les petits poissons qui mangent, enfin les gros qui mangent les plus petits. Et à la fin du compte, concernant le DDT par exemple, on s'est aperçu dans certains lacs aux États-Unis qu'on avait des effets de concentration d'un facteur 25 millions de DDT dans les gros organismes par rapport aux tout petits. Donc quand on dit depuis ce matin qu'il faut manger des poissons gras, des maquereaux et des sardines, oui, mais des petits poissons, et éviter plutôt les gros comme les espadons, le thon, le saumon, etc., qui eux concentrent vraiment les métaux lourds et notamment le mercure, dont le taux est quasiment doublé depuis 50 ans dans les océans. Alors combien de substances chimiques? Eh bien, on est entouré à peu près de 120 000 substances chimiques, dont beaucoup de synthèses, qui sont commercialisées dans le monde. Alors l'Europe a mis en place l'argumentation REACH, mais on va voir comment elle est suivie. Il y a beaucoup d'additifs et de résidus non désirables, comme des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des hormones, des insecticides, etc. Donc il y a beaucoup de produits, et surtout il y a beaucoup de produits importés. Quand vous voyez des boîtes contenant des produits qui sont UE et hors UE, ça veut dire juste que ça ne vient pas de la planète Jupiter, vous voyez. Hors UE, ça veut dire que les tomates peuvent venir de Chine ou d'ailleurs, donc il faut vraiment être vigilant par rapport à l'origine des produits. C'est pour ça que le localisme est important. Et donc, avec l'industrie chimique, finalement, je ne suis pas en train de jeter l'opprobre sur on a besoin de la chimie, mais en tout cas, on est passé de la notion de progrès inconditionnel à celle d'une prise de conscience quand même d'un danger réel, quoi. Alors, voilà, là, je vais vous parler quand même. Il y a un rapport assez récent de la Commission européenne qui a montré que 60% des substances chimiques disponibles sur le marché européen peuvent être considérées comme dangereuses pour la santé et l'environnement. 60%. Donc ça, c'était très important. Et très récemment, en mai 2019, vous voyez, il y a un mois, eh bien, on parle maintenant du Dieselgate de l'industrie de la chimie, c'est-à-dire d'un scandale, en fait, qui est que les 2/3 des dossiers instruits par l'Agence européenne des produits chimiques, le CHA, ne sont pas conformes à l'argumentation REACH, qui, elle, date de 2007. Donc, en fait, on voit que les industriels s'assoient littéralement là-dessus, ils rusent, voilà, c'est comme le fisc, hein, ils trouvent les niches, tout va bien. Et à la fin au bout du compte, finalement, ce sont les consommateurs qui avalent tout ça. Alors, les ingrédients, il y a des centaines d'additifs qui sont autorisés, ça va des colorants, conservateurs, antioxydants, etc. Il y a beaucoup de choses. C'est très présent dans les AUT, les aliments ultra transformés, qu'on trouve aux 3/4 présents dans l'offre des supermarchés. Donc ça, c'est un conseil aussi. On peut se passer peu à peu des hypermarchés, c'est pas mal pour la santé, pour le porte-monnaie. Et certains ont un intérêt sanitaire, mais ça répond surtout aux besoins des industriels. Voilà. Alors j'accélère un tout petit peu. Alors, sel et sucre, ça, ce sont des ennemis publics, hein. On mange beaucoup trop de sucre, 35 kg par an contre 20 kg pour la moyenne mondiale. Et puis les nanoparticules, on parle souvent du dioxyde de titane, E171, qui devrait être interdit dans les aliments en 2020. Toujours est-il que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus. Les bonbons en contiennent beaucoup, les cosmétiques, les dentifrices, même le Doliprane en contient. Donc il faut être vigilant par rapport à ça, et les enfants avalent à peu près 50 additifs par jour. Voilà, donc on a parlé des produits, les emballages également, bien sûr. Pollue autant l'environnement, et donc nous en retour, tout ce qui est emballage sur emballage, plastique et j'en passe. Voilà.
Alors le petit conseil, c'est qu'il faut éviter évidemment les emballages plastiques, il faut éviter les boîtes de conserve, les canettes de boissons qui contiennent du bisphénol A pour beaucoup. Privilégions le verre, le Pyrex, enfin, ce qu'on utilisait finalement avant, et surtout s'interdire de réchauffer des produits dans des plastiques, des contenants plastiques au micro-ondes. Bon, je passe tout ça. Donc au bilan, il faut s'informer, il faut garder ce qu'on appelle le bon sens paysan, ça c'est pas mal du tout, je trouve, l'esprit critique, surtout dans les hyper-magasins où on utilise beaucoup, on fait beaucoup de pubs, de neuromarketing, on vous piège à tort et à travers. Donc il y a des applis maintenant, Yuka, Open Food Facts, il y a le Nutri-Score qui sort, il y a pas mal de petits bouquins. Alors, il ne faut pas tomber dans l'obsession, mais en tout cas avec des mesures simples et un peu de prudence et un peu de réserve, je pense qu'on peut se protéger, enfin, ceux qui nous sont proches. Voilà. Donc diminuons les aliments les plus transformés, diminuons la viande, les poissons gras, notamment les plus gros. Attention aux températures fortes de cuisson avec les réactions de Maillard et autres. Il faut privilégier, mais tout ça a été dit, les légumes, légumineuses, céréales, si possible bio et local. Refaisons de la cuisine, ça c'est pas mal. Et c'est réellement un enjeu sanitaire absolument important. Il y a plus de goût, moins de polluants, c'est mieux pour les petits. La nature est moins chimiquée, il y a moins de gaz à effet de serre et moins de déchets. Voilà, et on l'a dit, la grossesse doit être placée sous très haute protection. Alors, cosmétique, la règle d'or, c'est qu'il faut utiliser les produits les plus naturels possibles, bio et aux emballages sans phtalate et sans bisphénol si possible, avec des produits écolabellisés. Attention aux teintures capillaires, il y a des études qui sortent en ce moment là-dessus. Voilà, donc il y a quelques conseils que je ne vais pas lire. Voilà, il y a des produits à privilégier, mais tout ça vous le trouvez dans le petit bouquin, le petit fascicule que vous trouverez en photo tout à l'heure. Et même les préservatifs. Je ne sais pas, ça va peut-être vous réveiller, je ne sais pas, mais la plupart contiennent des phtalates. Alors les phtalates, ça rend souples les plastiques, et ce sont encore des perturbateurs endocriniens, donc tout ce qui est parabènes, bisphénol A, nonylphénol. Dans les dispositifs médicaux également, il y a une certaine opacité sur les produits, enfin sur les contenants en plastique. Attention également, vous voyez, je mets quand même les sextoys qui contiennent des phtalates, du chlore, des lubrifiants, etc. Et attention à l'interface entre les lubrifiants et les préservatifs. Voilà. Donc ça, c'est quelques petits conseils. Ah, il n'y a pas d'enfants ici, ça va. Voilà. Attention à la compatibilité des produits. Voilà. Alors le tabac et l'alcool, bon ça, si on parle d'environnement, on peut quand même en parler parce que le tabac, c'est quand même 78 000 décès en France par an et 49 000 pour l'alcool. Donc commençons par diminuer tout ça si c'est possible, par arrêter de fumer si c'est possible également, et on s'en portera d'autant mieux. Autre pollution, très très rapidement, c'est la pollution mentale, parce qu'on a parlé beaucoup de physico-chimique, mais les pollutions mentales, les conditionnements, la publicité, la télé est un produit toxique. Alors, il y a beaucoup de choses intéressantes à la télé, mais quand vous regardez franchement aujourd'hui l'offre télévisuelle, on peut dire que ça pollue grandement l'espace mental, et notamment des enfants, les tablettes, etc. Donc, l'idée, c'est de rentrer dans un monde de sobriété, de contact humain, et d'arrêter de courir comme des fous, comme on le fait aujourd'hui. Après, tout est n'importe quoi, et finalement, pour une santé qui se dégrade au final. Donc, attention également à ce qu'on appelle, on a parlé de stress, d'émotion ce matin, mais l'espace mental est très important, et ça a un rôle également sur l'épigénétique et sur la physiologie. Voilà. Alors, je vous parlais des bouquins, donc il y a Rémi Slama, vous savez, les tsunamis chimiques, là, c'est... donc Rémi Slama, l'épidémiologique, le mal de dehors. Alors, c'est vrai que le titre est un peu racoleur, mais il est très intéressant, et donc il décrit très en détail tout ce que je viens de vous dire. L'influence de l'environnement sur la santé. Vous avez également un guide à l'usage des médecins libéraux à gauche. Et les petites docs que vous avez vues tout à l'heure, c'est tiré de la charte prévention grossesse environnement. Si vous avez autour de vous des jeunes femmes ou des dames qui sont enceintes, eh bien, conseillez-leur cette petite charte. Elle est très bien faite. Très très bien faite. Il y a beaucoup de beaux conseils. Voilà. Quelques logos. Et pour conclure, on fait partie pleinement de l'environnement, nous sommes des organismes poreux, alors autant physiquement que mentalement, nous sommes poreux à l'environnement, poreux aux idées, poreux à la chimie. Voilà. Et donc il faut essayer d'avoir une vision élargie, complexe, décloisonnée, holistique, on en a parlé, médecine intégrative ce matin, on a parlé de déterminants de la santé. Donc en fait finalement tout ça on peut le résumer par des valeurs de vie, par des comportements, une vision en fait de sa vie, qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie, quelles sont les valeurs qu'on veut promouvoir. Et ça pose également la question du rapport au vivant et d'une reconnexion à la nature. On a parlé de molécules favorables dans les bois, dans la nature. Et terminons par juste un petit hommage à Michel Serres qui nous a quittés il y a quelques jours, qui disait « Se nourrir est un acte politique et sacré ». Eh bien, on peut conclure en disant que vivre, c'est un acte politique et sacré. Voilà, merci beaucoup.